Bonsoir, bonsoir. Salut. Hop. Alors, bon, nous voilà pour un nouveau numéro de Paroles de Naturo. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est des interviews de naturopathes pour faire le point sur leur parcours, mais aussi aborder avec eux une thématique spécifique. Et ce soir, avec Bénédicte, on va parler des émotions et notamment se poser la question de savoir si les naturopathes sont bien équipés en termes d'outils pour accompagner la sphère émotionnelle. Donc, on va commencer par une présentation. Je vais te laisser, je vais te donner la parole pour que tu puisses nous expliquer ton parcours et qu'est-ce que tu fais. Super. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je suis naturopathe et herboriste. Je suis installée en cabinet à Brest. Et puis, je travaille aussi en visio. J'ai plein de casquettes. Donc, c'est aussi intéressant on en parlait tout à l'heure, d'accompagnement de jeûne et randonnée. Je fais pas mal de petites choses, mais mon travail consiste principalement à de l'accompagnement en consultation et principalement l'accompagnement des femmes dans tout ce qui va être problème, on va dire, dans leur vie hormonale. Évidemment, si elles vont mieux, c'est top, on fait que du soutien, mais ça va vraiment de la restauration de la fertilité à l'endométriose, aux ovaires polykystiques, ça va vraiment être tout ce domaine-là et aussi beaucoup la ménopause. Voilà. Et comme j'avais pas assez de quotas de plantes, on va dire, dans mon école de naturopathie, je me suis formée ensuite en herboristerie. Alors j'ai la grande chance d'habiter en Bretagne où on a une école d'herboristerie qui s'appelle Cap Santé ou école bretonne d'herboristerie à laquelle je me suis formée en 2 ans. Et puis comme je crois que les plantes c'est jamais vraiment fini, je continue à me former notamment avec Althea Provence sur l'accompagnement de la femme. Donc c'est un monde sans fin. Et puis comme on parle d'élixirs floraux, bah, je me forme aussi continuellement avec différentes personnes autour des élixirs floraux pour être un jour formatrice sur le sujet. Mm. Donc, on a discuté il y a pas très longtemps et on a des parcours un peu similaires. On a traîné tous les deux dans le domaine de la communication. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à la naturopathie? Oui, parce qu'effectivement c'est une deuxième vie, une reconversion. Avant d'être autour des plages bretonnes, je vivais plus autour du métro parisien, donc c'était quelque chose de très très différent. Je travaillais dans une agence de communication et ça se passait ni bien ni mal, mais c'était pas le métier de mes rêves, clairement. Et je savais pas que la naturopathie existait jusqu'à ce que je fasse l'équivalent d'une hernie discale qui m'a, on va dire, clouée au lit pendant 3 semaines. Donc j'ai eu le temps, ne pouvant pas marcher, de réfléchir à mon sort et de ce que j'allais faire de mes 10 doigts. Et je travaillais déjà beaucoup autour de l'alimentation, notamment l'alimentation végétarienne. J'étais dans des assos, on essayait de promouvoir une alimentation un peu plus santé, moins transformée. Donc j'avais déjà cette première approche autour de l'alimentation et je commençais à bidouiller, parce que clairement j'avais aucune connaissance à ce moment-là, les huiles essentielles et ce genre de remèdes un petit peu naturels. Mais je ne savais pas qu'il y avait un métier qui existait, qui regroupait plusieurs de ces catégories-là que j'avais moi déjà commencé à expérimenter un petit peu personnellement. Donc, cette petite hernie discale m'a donné l'occasion de bifurquer, parce que j'ai consulté un naturopathe qui a fait l'école que j'ai faite ensuite, pour vérifier que c'était bien ça que je voulais faire et que c'était pas une nouvelle lubie, parce que j'ai un tempérament assez passionné, donc je change vite de direction, je m'enflamme vite et puis, allez, je rechange. C'était pas si bien. Donc voilà, ça m'a permis de vraiment m'assurer que je faisais pas n'importe quoi parce que c'est un gros changement. Et me voilà donc aujourd'hui dans le domaine des plantes, dans une autre ville et dans une vie 1000 fois plus épanouie. Et je regrette pas une seule seconde tous ces changements. D'accord. Et Voilà. t'es installé depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que t'es à Brest là? Alors, j'ai commencé à Paris, mais je me suis installée réellement, où j'ai vraiment pris le temps de faire les choses correctement, début 2017. D'accord. Ok. Donc ça commence à faire un petit bout maintenant. Mm. Ouais, donc tu as trouvé un métier qui cochait plein de cases, plein de finalement d'intérêts que tu avais pu accumuler pendant ces dernières années et voilà, c'était un fil conducteur quelque part. Exactement, Mm. exactement, parce que je j'avais jamais consulté de naturopathe avant de m'intéresser à ce métier-là. Et dans ma famille, on n'est pas trop versé méthode naturelle. C'était pas l'alimentation, on n'était pas sur une alimentation santé. Ma mère est toujours au régime.
Mon père, c'est l'exact opposé. Il est bon vivant. Il se pose pas de questions tant que c'est bon. Donc, on n'avait pas du tout de rapport à la santé comme je peux l'avoir maintenant dans ma vie aujourd'hui. Hmm. Donc oui. Ok. Est-ce que tu peux nous indiquer des outils que tu utilises particulièrement dans ta pratique de la naturopathie, des outils qui te Oui. sont chers? Alors, ça peut être des plantes, ça peut être des pratiques. Enfin, Je pense que plus le temps passe, plus je vais vers. Alors, moi, je suis dans un domaine spécifique puisque on est vraiment sur de l'hormono et de la restauration de la fertilité, mais j'utilise vraiment systématiquement des méthodes de contraception naturelle ne serait-ce que pour la méthode d'observation du cycle, puisque ça fait partie des méthodes de contraception naturelle, mais c'est à la base surtout une méthode d'observation du cycle. Et rien qu'avec ça, on a une richesse d'enseignement sur le cycle de la femme, sur sa santé, parce qu'une belle ovulation, c'est une bonne santé. C'est vraiment un des reflets de la santé de la femme. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise systématiquement. Je ne l'enseigne pas à proprement parler en cabinet parce que je préfère que ce soit enseigné par des personnes qui sont vraiment plus spécialisées, on va dire, là-dedans. Moi, je peux remettre les bases et réaiguiller un petit peu, mais sinon, je renvoie systématiquement vers des formatrices en symptômes. Et mon outil préféré, bah, enfin, un de mes outils préférés, parce que j'en ai plein, ça va quand même être les plantes. Si je décale un petit peu, vous avez une partie de, de mon stock. petit placard, de mon stock qui est là. Et donc pour moi, alors les plantes, mais plutôt sous forme de tisane. C'est vraiment comme ça que je les aime le plus. Et après, ça va être tous les outils d'alimentation, parce que je me suis beaucoup formée à ça, au-delà de ce qu'on apprend en école de naturopathie, parce que là, j'ai trouvé enfin, j'en avais pas assez, on va dire. Je trouvais qu'on était trop sur une alimentation qui correspond je dis souvent aux mangeurs de graines, et c'est souvent comme ça qu'on est catégorisé en plus, hein, malheureusement, à vraiment manger des carottes râpées, des graines, et puis c'est fade et pas très fun. Alors que, voilà, des jus, voilà. Alors que une alimentation, elle doit enrichir et elle doit nourrir le corps, mais aussi un peu le cœur quand même, parce qu'on est des êtres sociaux et la majorité d'entre nous, on partage nos repas avec d'autres êtres sociaux. Donc ça doit être un moment important. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi l'alimentation. Et puis bah, clairement les élixirs floraux. Ça c'est un domaine que j'ai mis longtemps à rentrer dedans. Mais une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, après j'ai pas arrêté. Bah, qui est une forme finalement de phyto, hein, parce que donc on reste sur les Oui, plantes. Donc, et on est sur une utilisation des plantes, mais sur un principe qui va être très vibratoire. Alors, ça va pas parler à grand-chose, mais on est plus sur l'énergie de la plante. ouais, tout à fait. Donc, il y a pas de molécule active. C'est pas de la chimie, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Il y a rien. Il y a On, rien on dedans. va, on va certainement revenir donc sur la partie élixirs floraux. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de revenir à ce que tu as dit en premier, donc l'observation du cycle. Oui. Parce qu'il y a eu une étude qui est sortie cette semaine. Voilà, donc je sais pas si tu peux en parler. Je trouve que c'est toujours intéressant de parler de cette Alors, étude justement par rapport à l'intérêt d'observer son cycle et de pouvoir gérer sa contraception comme ça. tout à fait. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu passer, je pense que c'est cette étude-là que tu parles, une étude qui a montré que la prise de pilule augmente de 30% le risque de cancer du sein. Donc c'est pas rien, 30% c'est énorme. Et pour en plus un temps de fertilité qui pour les femmes est très court parce qu'on est au max fertile entre 5 et 7 jours. Donc les méthodes d'observation du cycle permettent de trouver où est cette période dans la vie fertile de la femme, de se protéger si à un moment donné il y a pas de souhait d'enfant ou d'augmenter les unions s'il y a un désir de conception. Mais en tout cas, il y a que 5 jours sur on va dire, très théoriquement, les 28 jours du cycle qui, donc, sont potentiellement à risque s'il n'y a pas de souhait de grossesse. Donc, prendre la pilule déjà pour cette raison-là, la méthode d'observation du cycle peut faire exactement le même travail avec exactement le même indice de fiabilité en termes d'indice Pearl, on est sur la même chose, à condition, et ça c'est toujours important de le dire, à condition d'être formé. Si les femmes et les couples qui suivent cette méthode d'observation-là le font un petit peu au doigt mouillé en disant « Ouais, allez, ça passe »,
bah, c'est le meilleur moyen d'avoir des grossesses non désirées. Donc, ça nécessite d'être formé par des professionnels dont c'est le métier. Et après, moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire pour les femmes de connaissance de soi, de connaissance de son cycle, de sa fertilité, mais de comprendre aussi pourquoi, ah bah tiens, là, je me sens moins bien, je sais pas, j'ai l'impression que je mangerai, alors bon, on fait pas ça en naturo, mais je mangerai le pot de Nutella, par exemple. Et là, la femme va faire le lien avec son cycle et va se rendre compte, ah bah oui, en fait, j'arrive juste avant mes règles, donc c'est la chute hormonale qui explique ces besoins-là, qui sont aussi physiologiques dus à la chute de progestérone. Donc c'est hyper intéressant parce que il y a moins de culpabilité, on comprend mieux ce qui se passe dans le corps et on vit mieux avec son corps et avec bah, les différentes phases de ce cycle-là. Ramener de la conscience finalement dans l'écoute Oui, de son corps. oui. Je vois, moi, beaucoup de... Ça me fait... Alors, c'est qu'une question de terminologie, mais c'est un des indices. Quand je demande aux femmes de me décrire leur cycle, elles me décrivent leurs règles. Elles font... Bon, le cycle, ça va du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, jusqu'au premier jour des règles suivantes. Donc, c'est tout le cycle, moi, qui m'intéresse. Et quand je leur pose la question, elles ne me décrivent que leurs règles, comme si, en fait, en dehors de ça, il se passait rien. Alors que souvent, en plus, ce sont des règles de privation parce qu'elles sont sous pilule, donc c'est encore autre chose. Mais on peut dire au minimum 4 étapes. Il y a les règles, il y a la phase folliculaire, il y a l'ovulation et la phase lutéale. Et ensuite, on recommence pour un tour. Voilà. Donc déjà, dans ces phases-là, il se passe des multitudes de choses dans le corps, dans le cœur, dans l'énergie qu'une femme va avoir. Donc c'est vraiment se reconnecter à qu'est-ce qu'on fait, comment on se sent dans son cycle. Et c'est vrai que par rapport à cette étude-là, ça rend d'autant plus difficilement compréhensible les mises sous pilule pour des raisons d'acné, pour des raisons de douleurs de règles, enfin voilà, des problématiques qui peuvent être très bien prises en charge par ailleurs et qui nécessitent pas voilà une complémentation chimique comme ça systématique, quoi. C'est ça. Surtout que ça ne règle pas le problème, en fait. La pilule, c'est comme si la femme était en ménopause artificielle. Il n'y a pas d'ovulation. Donc, on perd, alors au-delà de ce qu'a dit cette étude, hein, mais c'est très lié à ça, ça veut dire que quand on est en ménopause, il n'y a pas d'ovulation. Donc, il n'y a pas tous les bénéfices à l'ovulation, qui sont, bah, malgré tout, très, très importants. Donc, on est sur vraiment un encéphalogramme plat, à peu de choses près, et on se prive de toutes les qualités de ces hormones-là. Et effectivement, bah, le jour où on arrête la pilule, si c'était Diane 35, juste pour éviter le Roaccutane, bah, ça revient direct. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui viennent me voir en consultation parce que justement, elles veulent arrêter la pilule et elles ont peur très souvent d'avoir ce regain d'acné, entre autres, ou cette prise de poids, ou d'avoir à nouveau des douleurs de règles, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire que juste prendre la pilule. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part que la naturo va essayer de comprendre. Donc, c'est tout l'intérêt de notre métier. On met pas la petite pilule magique, là, pour le coup. On cherche plutôt à comprendre où ça coince pour rétablir le déséquilibre. Et là, c'est génial parce qu'en plus, la femme comprend et elle devient autonome dans sa santé. Donc ça, c'est top. Ouais, mais cette autonomie-là, c'est toujours pareil, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaité. Donc voilà. Ouais, ça c'est autre chose, mais on milite, on va y arriver. C'est ça. Je te propose de passer sur notre sujet du soir, Oui. l'émotion, la gestion des émotions. La naturopathie, elle se veut holistique, donc elle veut couvrir finalement toutes les facettes de l'individu, que ce soit la sphère physique, émotionnelle, l'alimentation, l'activité physique. Donc c'est très large, ce qui fait qu'aussi voilà, on se retrouve à faire des anamnèses très longues avec des consultations qui peuvent durer plusieurs heures. La partie émotionnelle, enfin moi je le constate moi quand même dans mon quotidien, est quand même assez centrale dans l'expression des mots, les mots M-A-U-X et M-O-T-S. Qu'est-ce que tu constates toi dans ta clientèle comme place de l'émotionnel dans les choses qui peuvent être exprimées en consultation? Et ben, c'est du 50-50, quasiment. Je te prends sans trop dévoiler une dame que j'ai eue cet après-midi en consultation qui
suite à une opération, a développé beaucoup d'adhérence au niveau de la sphère digestive et gynéco, et qui se retrouvait à avoir l'équivalent d'un côlon irritable, syndrome du côlon irritable, qui veut tout et rien dire, hein, ça veut juste dire que c'est abîmé et qu'il faut réparer. Mais on essaye maintenant de décongestionner la zone et puis de remettre de la circulation dans tout ça, que ça circule mieux et calmer un peu les adhérences. Et en fait, elle a tellement peur maintenant de manger d'autres choses que la sphère émotionnelle prend presque plus le pas sur les symptômes, à tel point qu'elle n'ose pas. Elle me dit, ah non, mais ça, je pourrais jamais remanger ça, c'est pas possible. Et elle est complètement crispée. Crispée, c'est non d'office. Elle n'a pas essayé que c'est non. Donc ça, c'est une des premières choses quand le corps a influencé l'esprit, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de... Alors, je vais pas dire beaucoup, parce que j'ai pas mesuré, j'ai pas de statistiques, mais que vraiment, c'est les deux. Les personnes qui viennent te voir en te disant qu'ils ont mal au dos, ou ils en ont plein le dos parce qu'ils ont un job dans lequel ils sont pas épanouis, par exemple. Toutes les personnes qui vont avoir des problématiques de sommeil, parce qu'en fait, ça ressasse et le mental ne s'arrête jamais. Ça, c'est vraiment l'émotionnel qui agit sur le corps. Donc, c'est vraiment du 50-50. Ouais, et là, tu parles finalement de cette relation de causalité. Des fois, c'est une pathologie qui entraîne un déséquilibre émotionnel, et des fois, c'est l'émotion qui entraîne derrière une pathologie physique. Donc, c'est vrai que les deux peuvent exister. Et d'ailleurs, voilà, moi, j'ai toujours eu un problème avec la sphère émotionnelle, c'est-à-dire que en naturopathie, on nous parle d'aller chercher la cause de la cause de la cause. Et c'est vrai que sur la dimension émotionnelle, moi, j'ai l'impression des fois en fait, on se contente de mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de la pilule qui traite pas le problème et qui va pas chercher ce qu'il y a derrière. Quelqu'un qui a, je sais pas, des problèmes de sommeil, lui donner de la valériane, c'est aussi quelque part mettre le couvercle sur la cause de ces problèmes de sommeil. Donc après, si c'est une cause émotionnelle, il y a des plantes pour travailler sur les émotions, enfin sur la symptomatique liée aux émotions. Mais si c'est un truc plus profond, un blocage, une peur, une tristesse, voilà, qui peut être liée à plein de choses, est-ce qu'on a vraiment la possibilité d'aller chercher justement ces causes, quand c'est des problématiques émotionnelles, on va dire, à l'origine d'une chaîne de symptômes? Je pense que là où est toute la vigilance avec laquelle on doit travailler, c'est justement de pas faire du symptomatique, pas faire une espèce de forme d'allopathie verte, parce que c'est ça effectivement le risque, hein, c'est d'avoir quelqu'un qui a une problématique de sommeil, on dit, oh bah vous êtes un peu angoissé, ça coince sur le sommeil, allez bim, valériane. Et là effectivement, on n'a rien réglé. Alors que moi je le vois comme une première étape, on va dire. Et les élixirs floraux, ça va être la même chose, c'est-à-dire que on a une personne qui est dans un état physique ou dans un état émotionnel qui est trop problématique pour aller plus loin. Donc, c'est comme une aide pour aller sur cette première marche et dire, OK, de toute façon, si jamais il y a une problématique de sommeil liée à l'émotionnel, elle va pas faire grand-chose si déjà la personne ne dort pas et n'a pas physiquement récupéré. C'est une personne qui n'aura jamais la force et le courage d'aller creuser sur l'émotionnel. Donc déjà, c'est une personne qu'il faut faire dormir. Clairement. Pour moi, en fait, c'est ça, c'est une première étape. Et une fois que la personne dort et que ça commence à aller mieux, on dit bon, ok, maintenant que ça va mieux, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est un burn-out maternel ou je ne sais quoi? Et d'essayer d'aller creuser. Et on peut travailler dessus, soit avec les élixirs floraux, par exemple, mais aussi, bon, ça c'est peut-être un petit peu ce dont tu voudras parler plus tard, mais de renvoyer vers les personnes dont ça va être le métier, et ça c'est clairement pas le nôtre, renvoyer vers des psychologues. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a une notion de séquençage, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui vient te voir, il y a une problématique émotionnelle qui est identifiée. L'idée c'est d'abord de lui amener une forme de bien-être sur cette problématique-là, avec peut-être une action symptomatique, enfin voilà, pour après
recréer un environnement qui soit plus propice à une forme de reconstruction ou une forme de travail complémentaire. C'est bien ce que j'ai compris. Enfin, voilà. C'est exactement ça. C'est ça parce que s'il n'y a pas je te prends voilà toujours cette problématique de sommeil, si la personne est épuisée, elle va peut-être mettre de côté tout ce côté émotionnel et va se dire bon bah je vais prendre voilà, je vais prendre du Seresta ou je sais pas quoi pour dormir, qui sont donc des médicaments. Et ça c'est entre guillemets, et sans critique, c'est un travail de médecin, de ne pas renvoyer vers un psychologue, etc. On calme le symptôme, mais on cherche pas plus loin. Nous, notre travail, il va être de remettre à l'équilibre pour aller chercher la cause du problème. Parce que la cause du problème, elle est rarement identifiable tout de suite. Parce que quand tu arrives dans un état d'épuisement physique et psychique dû à un manque de sommeil, par exemple, clairement, aller trouver que c'est parce qu'un jour ta mère, elle t'a dit ça et que du coup, ça s'est mal passé pour toi, c'est mort. Jamais tu vas y arriver. C'est pas possible. Donc, clairement, et c'est pas notre métier non plus, hein, d'aller faire ces espèces de suppositions et ces croisements. Donc, ça, vraiment, notre métier pour moi, c'est vraiment remettre de l'équilibre. Et qu'est-ce que tu penses de ces notions aussi de confiance? C'est-à-dire que moi, je le vois aussi, hein, au début, voilà, d'une relation avec un client, une cliente, les petites victoires à court terme sont déterminantes pour la suite. C'est-à-dire que pour vraiment travailler les choses de fond, il faut d'abord avoir des quick wins, des réussites à court terme qui donnent confiance dans la capacité de la personne à faire changer les choses, à bouger, pour pouvoir aller chercher derrière les trucs un peu plus, voilà, les problématiques un peu plus majeures. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette notion-là aussi, sur la gestion des émotions? J'ai une notion assez pragmatique de la chose. C'est-à-dire que l'objectif, la finalité, il n'y a que ça qui m'intéresse. Si je dois louvoyer avec des petits, tu vois, des petits trucs comme ça pour mettre la personne en confiance, honnêtement, je vais pas avoir de scrupules, entre guillemets, parce que l'objectif derrière, c'est le bien-être. C'est l'équilibre et ça va être la sérénité. Donc, j'aurais pas de gêne à aller vers ça, clairement, parce que je vois, en fait, 3 coups après. Et clairement, je suis la première. Je suis allée chez un acupuncteur il n'y a pas très longtemps pour une problématique spécifique. C'était la première fois que je le voyais. Je ne vais pas raconter toute ma vie directe. Hein. C'est pas possible. Et je serais absolument pas. Il m'aurait posé la question. Je pense que j'aurais dit non. Là aujourd'hui, moi, je viens pour ça. Puis après, on creusera. Mais là, tout de suite, non. C'est trop. C'est un entrain de matière qui est trop forte. Et les psychologues font la même chose. On se découvre, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, est-ce qu'on peut bosser ensemble ou pas. Bon, et puis après on avise. Sur la partie émotion, tu utilises pas mal les élixirs floraux. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors donc ça fait partie, en naturopathie on a 10 techniques, ça fait partie de la technique dite énergétique. Donc dedans tu vas avoir tout ce qui est magnétisme et vibratoire, donc avec les élixirs floraux. Donc il s'agit pour schématiser, hein, il n'y a pas de molécule active de plante comme dans une huile essentielle ou comme dans un hydrolat par exemple, ou même comme dans une tisane. Là on parle de la vibration et de l'énergie de la plante. Donc, on va choisir une plante spécifique. Par exemple, tu vois, je t'ai tagué sur l'étoile de Bethléem que j'ai croisée hier à Marseille. L'étoile de Bethléem, elle agit sur les chocs émotionnels et physiques aussi, mais quand il y a une notion de choc, quand ça a coincé à un moment donné. Et globalement, l'élixir floral, il se fabrique en faisant une infusion solaire de plantes, donc là, en l'occurrence de l'étoile de Bethléem, et qu'on va conditionner ensuite un petit peu à la même manière que l'homéopathie. On est sur une dilution assez forte. Et donc, c'est des gouttes. On va prendre des gouttes, 3 gouttes, 3 fois par jour, voire moins, voire plus. En général, moi, j'ai plutôt tendance à faire moins que plus. Mais voilà. Et l'objectif est de travailler sur une émotion spécifique. Donc, on ne travaille pas sur le corps à proprement parler. Si on travaille sur le corps avec un élixir floral, ça sera juste le retentissement de ce qu'on a travaillé au niveau émotionnel. Donc un bénéfice supplémentaire,
mais on le fait pas pour ça. On va pas mettre, par exemple, un élixir floral pour calmer des aigreurs d'estomac. Oui. C'est pas comme ça. On est que dans un registre plutôt émotionnel, quoi. Voilà. Et, et, euh, alors évidemment, enfin voilà, dès qu'on est sur ce genre de considération, il y a des gens pour qui, voilà, c'est tout de suite, oula, on est sur l'énergie, qu'est-ce que c'est que ce travail? Oui, c'est un truc Voilà, chelou. je veux pas glisser vers ça. Euh, et moi, j'ai tendance à être un peu comme ça, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ça m'intéresse d'avoir justement ton retour de terrain. Toi, aujourd'hui, quand tu conseilles ces élixirs, voilà, comment ça se passe? Comment tu as été convaincu de cette pratique-là? Eh ben écoute, je suis assez pragmatique et entre guillemets terre à terre, même si c'est souvent un peu péjoratif comme mot. Mais pour moi, oui, une infusion d'une fleur, t'es gentil, mais une infusion solaire en plus, ça m'a même pas vraiment chauffé. J'étais la première à être sceptique. Et Mhm. puis quand j'ai été formée dans mon école de naturo, on avait une prof qui était, enfin qui est toujours, parce elle est toujours vivante, elle est assez extraordinaire. Pour ceux qui la connaissent peut-être, c'est Dominique de Tournai, qui a enseigné beaucoup les élixirs floraux et qui continue à les enseigner aujourd'hui. Et elle en a parlé d'une manière qui était complètement, tellement convaincue que je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Au pire, il se passera rien. Au pire, j'ai rien à perdre. Mhm. Donc, j'ai commencé avec l'élixir, je m'en souviens parfaitement, d'Achille et Rose, qui donc fait partie des élixirs contemporains, qui sert à travailler le côté éponge émotionnelle. Parce que je voyais bien, je suis un peu, je peux paraître un peu dure à cuire, mais en fait, en vrai, je suis un peu sensible. Et quand je vois quelqu'un qui souffre devant moi, le but du jeu, c'est pas de me mettre à pleurer avec cette personne et de souffrir avec, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge sinon. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre un petit peu à distance mon émotionnel et le sien, celui de la personne avec qui je travaille, pour pouvoir correctement l'accompagner et pas souffrir avec. Hein. C'est vraiment la notion d'empathie. On souffre pas avec les gens, on les accompagne. Et donc j'ai commencé cet élixir et puis je me suis dit, bah, c'est pas mal. Puis j'ai creusé un peu plus. Et puis après j'ai creusé, bon, au-delà de ce parce que moi j'avais pas toute la palette d'émotions à retravailler, j'en avais pas forcément besoin. Donc j'ai travaillé avec mes proches et puis j'ai commencé à vraiment le mettre en consultation. Et je me souviens d'une dame que j'ai accompagnée et que j'accompagne toujours parce que ça fait quelques années maintenant qu'on se voit. Elle était vraiment, tu vois la fleur de mauve, on en voit, elle commence à sortir. Si vous voyez ça, c'est une petite fleur mauve du coup, qui est la violette des bois, pardon, la violette. Elle est vraiment recourbée sur elle-même et elle regarde le sol, elle regarde ses pompes, elle est absolument pas ouverte sur le monde. Et la violette des bois, c'est vraiment ça. C'est, je me cache, je me fais le tout petit possible. Et cette personne-là, c'était l'archétype de la violette des bois. Donc, je lui ai bien sûr donné de la violette des bois. Et je l'ai vue faire des trucs, mais j'aurais jamais misé un copec là-dessus. Elle s'est inscrite à un club de rencontres où elle dansait avec des gens qu'elle connaissait pas. Elle n'aurait jamais fait ça avant. Elle était vraiment plus dans le recul que d'aller vers l'autre. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Et là, je me suis dit, ouais, on tient quelque chose de pas mal là quand même. Et donc, je travaille vraiment depuis avec ça en étant convaincue. Je te donne un autre exemple. J'accompagnais avec Vanessa, qui est aussi une naturopathe vraiment très chouette, qui travaille beaucoup en énergétique. On a accompagné toutes les deux une semaine de jeûne et randonnée. Et puis, il y a un événement qui l'a agacée. Et pour que Vanessa s'agace, c'est que c'était pas chouette. Et elle me dit, qu'est-ce que t'as? Donne-moi un truc là. Elle était vraiment en pétard. Donc, je lui ai donné l'élixir floral de Hou, qui est pour la colère, la jalousie, la haine. Et donc, on part d'une émotion négative, mais le but du jeu, c'est quand même de repartir sur quelque chose de positif, ou en tout cas de plus neutre, qui ne va pas empêcher la personne de fonctionner. Et elle m'a dit cette phrase très jolie quand je lui ai donné le ou. Elle m'a dit, mais j'ai plus la force d'être en colère. Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même, c'est beau, parce que il y avait cette énergie de colère, de haine, etc. Et en fait, elle est revenue sur le chemin de l'amour, et c'est vraiment ça en plus le ou, c'est tu reviens vers la douceur, parce qu'on voit c'est des feuilles qui piquent, alors que la fleur, elle est toute petite, toute blanche, toute mignonne au fond, mais il faut quand même avoir poussé les épines avant pour atteindre la fleur. Donc c'était vraiment ça, ça l'a remis sur le chemin de l'amour et de la compréhension et puis de la communication. Donc, donc c'est vraiment des effets que je constate à chaque fois et je les utilise pour moi.
Et vraiment, Donc ça fait partie. quand tu dis à chaque fois, c'est que ça marche pour tout le monde, parce que moi j'avais eu les échos comme quoi tout le monde n'était pas réceptif en fait. Alors, ça marche pour quasiment tout le monde. En fait, il n'y a pas de molécule active. Donc, on ne peut pas dire c'est telle molécule comme en phytothérapie qui a été efficace et qui a eu une action sur le corps ou sur l'esprit. On n'est pas du tout sur ce fonctionnement-là. Moi, les personnes avec qui ça n'a pas fonctionné, pour moi, il y a deux cas de figure. Soit, enfin trois même. Soit c'est le problème vient du thérapeute qui n'a pas sélectionné la bonne fleur parce que peut-être ses connaissances étaient limitées ou il a mal interprété, mal entendu, et donc il a proposé la mauvaise fleur. Donc là, tu vas peut-être agir sur autre chose, mais pas sur ce que tu avais ciblé au départ. Soit ça peut venir de l'information que le consultant nous a donnée, qui n'a pas osé peut-être nous dire tout, ou en tout cas le truc qui va faire qu'on va sélectionner la bonne fleur. Ouais, t'avais pas la bonne clé d'entrée, quoi. C'est ça. Il y a une petite rétention d'informations qui fait que j'ai visé à côté. Et le troisième cas de figure pour moi, c'est quand les personnes sont complètement déconnectées de leurs émotions. Tu peux donner ce que tu veux, de toute façon, ça passera pas. Il faut aller travailler autrement. Et c'est des personnes aussi, par exemple, qui vont être résistantes à l'hypnose. C'est vraiment pour moi ces cas-là où c'est verrouillé et par besoin de protection, que ce soit, et certainement c'est justifié pour cette personne-là, mais il n'y a pas d'accès aux émotions. Donc on a beaucoup de difficultés à travailler dessus. Ah oui, donc ça c'est intéressant quand même de le noter, quoi. C'est des personnes qui sont voilà très très déconnectées de leurs émotions, qui se ferment. Pour ces personnes-là, il y a quelque chose à craquer avant de pouvoir espérer. Exactement. Et ça, pour moi, c'est déjà plus de notre ressort parce que là, on rentre dans des mécanismes de protection qui ont certainement été mis en place à un moment donné par le cœur et par l'esprit pour une raison bien spécifique. Donc là, pour moi, je renvoie le bébé au psychologue parce que pour moi, c'est plus notre métier déjà. Après, sur la question de la reconnexion comme ça, à ses sens, il y a des choses qui existent. Moi, je sais que pour la gestion des émotions, je pratique l'écothérapie. Donc, c'est l'utilisation de la médiation naturelle, enfin des éléments naturels pour travailler sur les émotions. Donc là, on est dans des exercices aussi, voilà, de reconnexion au sens. On va réapprendre à le toucher, l'observation. On n'est pas dans des états méditatifs, mais en tout cas, on est dans un environnement naturel qui nous ancre, qui nous permet c'est de reconnexion au sens. Et c'est un peu ce qui se passe en séance d'écothérapie. C'est qu'à un moment, il y a un déclic, il y a ce que moi j'appelle une résonance, c'est-à-dire que l'émotion qui est cachée ou qui est enfouie, elle va ressortir grâce à une image, un son, même une odeur qui vient percuter faire écho le ressenti qui fait l'écho et qui va permettre une libération. Donc en écothérapie, l'écothérapeute est là pour accompagner en fait la personne, mais le thérapeute en fait c'est la nature. Donc là c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cette triangulation aussi qui est permise. Après la petite l'écothérapie c'est des psychologues, c'est pour ça que je pense que à la base c'est vraiment pour travailler les émotions, mais en fait, les choses qui se jouent se font de manière assez fluide et il y a un seul point de vigilance, c'est les questions de décompensation qui peut arriver en fait en milieu naturel. Et moi, je l'ai constaté, ça peut se passer en séance d'écothérapie, mais ça peut aussi se passer en sortie de Shirin-yoku. Le Shirin-yoku, c'est la sylvothérapie, mais à la sauce japonaise. Ok. Et même en groupe, des fois, voilà, il peut y avoir des décompensations qui sont provoquées justement par cette résonance avec un élément naturel. Donc en écothérapie, on est formé pour, dans le cadre de la formation avec les psychologues, on a aussi des bases pour pouvoir gérer ce genre de situation, quoi. Oui, et accompagner derrière, parce qu'effectivement, si tu sors quelque chose que la personne avait verrouillé à triple tour, effectivement, il faut pouvoir bien être là derrière. C'est pour ça que c'est important
d'être formé, voilà. Et l'écothérapie, c'est plutôt un public de psychologues, mais il y a aussi des naturopathes qui sont formés et qui sont accompagnés justement pour renforcer cette dimension-là. Donc là, Toi, tu l'idée, c'est proposes pas... ça à Nantes? Pardon? Tu proposes ça, toi, à Nantes? L'écothérapie, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Faut que je vienne à Mais Nantes. voilà, c'est complémentaire et je trouve que bah, par rapport à ce que tu disais, les verrouillages, bah, en fait, ça peut être une alternative qui est intéressante et Bien sûr. complémentaire de ce qu'on fait justement sur le côté symptomatique Il y a et ça, notamment il les y effets a du bac, tout le quoi. travail de breathwork aussi, de travail sur la respiration qui peut aller chercher assez loin aussi au Bon, niveau ouais, émotionnel, qui peut être hyper puissant. Tous ces outils, en fait, et imaginez, voilà, ce contact avec la nature ou avec la respiration, déjà, on est dans une forme de naturopathie, bah, exactement. poussée dans des développements bien spécifiques, mais qui sont fabuleux à aller chercher. Mm. Donc oui, je ne peux que, évidemment, accompagner vers ce genre de choses et pousser vers ça parce que c'est génial. Ouais. Bon, après, on l'a aussi en sortie botanique, hein. Tu parlais des ateliers ou des choses Oui. comme ça en extérieur. Euh, ce genre de pratique, en fait, amène les gens à être dans l'instant présent, en fait, dans l'observation des plantes. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. On essaie de le reconnaître, d'identifier. Et en fait, en faisant ça, ben, on observe tout le temps, quoi. Et cet état d'observation, de contemplation, c'est une forme de reconnexion. Oui, et c'est quelque chose qu'on fait malheureusement trop peu dans nos vies de tous les jours. Ça va trop vite, faut aller chercher les enfants à l'école, ah, je vais louper le bus, je vais louper le métro. Enfin, on passe plus de temps à observer notre montre ou notre téléphone qu'à observer ce qui se passe autour de nous, que ce soit la nature, que ce soit les gens. Donc, oui, clairement, il faut faire ce genre d'atelier, c'est génial. Mm. Est-ce que dans ta pratique, tu t'es retrouvé dans des situations où tu avais quelqu'un devant toi où manifestement il y avait un trouble d'ordre psychique, euh, côté bipolaire, schizophrénie, enfin voilà, est-ce que t'as eu cette expérience-là et comment tu as réagi? J'en ai eu plusieurs. La première, et qui, je pense, me marquera jusqu'à la fin de mes jours, je pense, et c'est là où, clairement, ça a été un très bon rappel de la limite de nos métiers. J'ai reçu une jeune femme qui, à l'époque, on en parlait beaucoup moins que maintenant, et clairement, je manquais d'informations, et je ne pense pas avoir bien réagi. En tout cas, je pense qu'elle aurait attendu autre chose de moi. Une jeune femme qui me disait, donc qui était dans un corps de femme et qui donc me disait que elle voulait être un homme. Donc déjà, moi, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui sur ce sujet-là, parce que on en parle beaucoup plus librement aujourd'hui, et qui me disait avoir des ailes dans le dos. Donc là, c'était clairement un trouble psychiatrique, pas le fait de vouloir être trans, hein, pas du tout, mais le fait de me dire que je pouvais pas lui toucher le dos, en fait. Je voulais vérifier l'état de tension au niveau des cervicales, des trapèzes, etc. Et je n'ai pas pu physiquement la toucher parce qu'elle me disait qu'elle avait des ailes dans le dos et que donc je pouvais pas la toucher. Donc moi, je me suis retrouvée très con, hein, enfin, faut dire, je m'attendais absolument pas à ça. Et, euh, et c'est une jeune femme que je n'ai pas pu accompagner correctement. Déjà, le peu de prise en charge que j'aurais pu faire avec elle, et ça a certainement en plus été assez violent pour elle. Et donc, évidemment, je l'ai renvoyée vers un psychiatre parce que je ne pouvais absolument pas l'accompagner. Donc, il y a ce premier cas qui a été assez marquant. Et, euh, et je pense que cette jeune femme reviendrait aujourd'hui. Je ne l'accompagnerai pas mieux non plus parce que c'est pas mon travail d'accompagner ce type d'état émotionnel très fort. Et après, là où vraiment j'ai senti qu'il y avait beaucoup de cas différents, c'est en sortie de confinement, où je trouvais que des cas qui étaient des personnes qui étaient limite en accompagnement psychologique, où on pouvait faire quelque chose, c'était des personnes qui avaient glissé et qui n'étaient plus pour nous, qui étaient vraiment du ressort uniquement soit de la psychologie, soit de la psychiatrie. Ouais. Et donc, ça, j'ai vraiment senti ce glissement-là.